L'industrie du café est en train de vivre l'un des plus gros bouleversements de son histoire. Les prix ont récemment atteint un niveau qu'on n'avait jamais vu depuis plus de 50 ans et toutes les marques de café trinquent. Même Starbucks, la plus grande chaîne de café au monde, est en difficulté. Mais au milieu de cette tempête, une entreprise tire son épingle du jeu. En 2024, elle a généré près de 7 milliards d'euros. Elle vend son café 2 fois plus cher que ses concurrents, mais le plus fou, c'est son taux de rétention client qui est digne de celui d'un vendeur de crack. Tenez-vous bien, sur 100 nouveaux clients convertis, elle arrive à en faire revenir 85 en moyenne, ce qui est du jamais vu dans l'industrie du café. Cette entreprise, c'est Nespresso, et ce qu'elle a réussi à faire est tout simplement fascinant. Elle a craqué une équation que très peu d'entreprises maîtrisent: vendre plus cher et faire acheter plus souvent. Mais alors, quel est le secret de Nespresso? Comment la marque arrive-t-elle à vous faire acheter un café 2 fois plus cher sans que ça vous dérange? Mais surtout, comment expliquer qu'autant de personnes deviennent addictes à leurs capsules? Dans cette vidéo, on va décortiquer les leviers psychologiques que Nespresso exploite pour vous faire acheter plus cher, une technique marketing vieille de plus de 100 ans qui a permis à Nespresso de fidéliser sa clientèle comme aucune autre marque de café, et les process et systèmes qui rendent leur business ultra efficace. Bonjour, je suis Simon, fondateur d'Everlab, et bienvenue sur eStory, la chaîne où on décortique les coulisses des entreprises les plus performantes au monde pour en tirer des leçons concrètes et actionnables. On analyse notamment leurs systèmes, leurs leviers d'automatisation, leurs méthodes de croissance et surtout comment vous pouvez les adapter à votre propre activité. Si vous êtes dirigeant, sachez qu'on propose aussi un accompagnement pour vous aider à structurer votre entreprise. On vous aide à clarifier votre organisation, à déléguer plus efficacement, à installer les bons process et à réduire votre charge mentale. Donc si ça vous intéresse, le lien pour réserver un audit gratuit est juste en dessous dans la description. On est dans les années 70, Éric Favre, ingénieur chez Nestlé, part quelques jours en vacances à Rome avec sa femme. Il se promène dans les rues et tombe sur un petit café qui ne paie pas de mine, le San Eustachio. Devant, il y a du monde, beaucoup de monde, et c'est pas des touristes, ce sont des locaux qui connaissent très bien l'endroit. Intrigué, Éric fait la queue, il entre et commande un espresso. Et là, il remarque quelque chose d'étrange. Le barista fait pas un café classique comme on a l'habitude d'en voir. Il pompe un piston plusieurs fois avant de servir la tasse. Et le café qui sort a alors une crème épaisse et mousseuse. Éric goûte et c'est la claque. Il n'avait jamais bu un café aussi incroyable de sa vie. De retour en Suisse, il n'arrive pas à s'enlever ce café de sa tête et il se dit: pourquoi on ne peut pas avoir cette qualité-là chez soi en appuyant simplement sur un bouton? Alors il se lance, il bricole un prototype un peu chelou avec un assemblage bizarre de tubes et de cylindres. Ça ressemble à rien, mais ça marche. Et il montre ça à Nestlé, mais là, c'est la douche froide. Ses patrons lui disent: bah non, en fait, on a déjà le café instantané, ça marche très bien, pourquoi on irait faire des machines compliquées pour un truc que les gens ont déjà? Et le projet, malheureusement, finit au placard. Mais Eric, lui, n'oublie pas, il continue d'y croire, il continue de travailler dans son coin, et après 10 longues années, Nestlé l'autorise enfin à lancer une filiale dédiée à son idée. Il pense que ça y est, tout va enfin s'accélérer, mais en fait non, parce que pendant 2 ans, il essaye de vendre la machine aux professionnels, notamment à des restaurants et à des bureaux, mais ça ne prend pas. Eric commence à douter à ce moment-là de lui et il se dit que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça finalement. Mais son idée de machine à café et de capsule est sur le point de prendre un énorme tournant et il le sait pas encore. En 1988, Jean-Paul Gaillard prend la tête de la filiale et comprend quelque chose très rapidement. Il se dit que les gens n'achètent pas simplement du café, ils achètent une expérience. Et partant de ce postulat, il change complètement la stratégie de la marque et il crée le club Nespresso et il positionne l'entreprise sur le marché haut de gamme pour s'adresser à des CSP+, qui ont entre 30 et 55 ans. Et là, ça fonctionne. Nespresso trouve enfin son public. C'est ce qu'on appelle dans le jargon trouver le product market fit. C'est quand un produit ou un service répond parfaitement aux besoins et attentes de son marché cible. Et quand une entreprise arrive à le trouver, tout s'emballe pour elle. Ses ventes explosent, son chiffre d'affaires connaît une croissance fulgurante et ses clients reviennent encore et encore, tout en recommandant ses produits et services. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Nespresso. En moins de 10 ans, l'entreprise s'est internationalisée en vendant en France, aux États-Unis, au Moyen-Orient, puis dans plusieurs pays asiatiques. En 2006, elle dépasse pour la première fois le milliard d'euros de chiffre d'affaires
et aujourd'hui, la marque est présente dans plus de 70 pays. Mais alors, comment Nespresso a-t-elle réussi à convaincre des CSP+, d'acheter un café 2 fois plus cher ? En fait, la marque a utilisé une technique marketing extrêmement puissante qui a fait son apparition à la fin du XXe siècle et qui permet à n'importe quelle entreprise de vendre un produit 5, 10, voire 15 fois son prix. Pour vous expliquer comment cette technique fonctionne, je dois vous parler d'un des marchés les plus lucratifs qui existent sur cette planète, le mariage. Restez avec moi, je vous promets que ça va faire sens dans un instant. Aujourd'hui, ça choque personne de payer 1000, 3000, voire 5000 € une bague de fiançailles parce que tout le monde estime que les diamants sont rares. Sauf que c'est totalement faux. Les diamants ne sont pas rares, mais on veut nous faire croire qu'ils le sont. La preuve de Beers, le plus gros conglomérat diamantaire au monde, stocke des dizaines de millions de diamants dans des coffres forts, mais il limite volontairement la quantité en circulation pour contrôler les prix du marché. Donc la valeur intrinsèque d'un diamant est finalement pas si importante qu'on le pense. Alors pourquoi les gens achètent aussi cher ? Parce qu'il y a quelques années, l'industrie du bijou a eu une idée de génie. Créer toute une histoire autour du diamant. En 1947, De Beers, le diamantaire dont je vous ai parlé un peu plus tôt, fait appel au service de Marie-France Guéretti, une jeune rédactrice d'une agence de pub. Et elle crée un slogan qui va rentrer dans l'histoire, et ce slogan, c'est celui-ci. A diamond is forever. Un diamant, c'est pour toujours. Elle associe le diamant à l'amour éternel. Et surtout, elle suggère qu'un diamant ne se revend jamais, il est transmis de génération en génération, ce qui renforce encore plus son statut d'objet inestimable. Pendant des années, ce message a été martelé partout, dans les films hollywoodiens, dans les magazines, dans les publicités, et ça a complètement transformé les comportements culturels. Avant les années 40, seule une femme sur 10 recevait une bague en diamant pour ses fiançailles, mais en 1990, ce chiffre monte à 8 femmes sur 10. De Beers ira même jusqu'à introduire une nouvelle norme, une bague de fiançailles doit coûter 2 mois de salaire. Et ça choque personne parce que, comme on dit, l'amour n'a pas de prix. Et ça, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle du marketing émotionnel. Ça consiste à raconter une histoire autour d'un produit ou d'un service pour augmenter artificiellement sa valeur perçue. Et c'est exactement ce que fait Nespresso. Ils vendent pas du café, ils vendent une expérience. Lorsque vous entrez dans une boutique Nespresso, vous entrez dans un écrin avec un décor épuré, des lumières tamisées, des conseillers qui vous accueillent comme si vous alliez acheter une montre de luxe, et le café est présenté dans des boîtes élégantes, un peu comme si vous achetiez un parfum haut de gamme. D'ailleurs, on ne parle pas de café, on parle de grand cru, avec, pour chaque arôme, un nom assez raffiné comme Voltesso, Dolce, Melodio, etc. Et puis bien sûr, il y a les pubs Nespresso qui mettent en avant George Clooney, le symbole même de l'élégance. Tout ce storytelling et cette atmosphère vous donnent le sentiment d'appartenir à une élite qui a du goût. Et c'est là toute la puissance du marketing émotionnel. Nespresso peut vendre son café 2 fois plus cher parce que l'entreprise a réussi à transformer un produit banal en symbole de statut social. Maintenant, faire du storytelling autour du luxe, c'est bien beau, mais ça suffit pas. Encore faut-il que chaque collaborateur incarne les standards de la marque. Parce que imaginez, vous entrez au Georges V, vous connaissez la marque et les standards de qualité, mais là, à l'accueil, on vous reçoit mal coiffé, en jogging, en train de mâcher un chewing-gum. Qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien que la marque ne mérite pas son prestige et vous en parleriez même très certainement autour de vous. Eh bien, c'est pareil pour Nespresso. Si vous voulez vendre un café 2 fois plus cher que la moyenne, vous devez offrir une expérience irréprochable à chaque point de contact. Et sur cet aspect-là, là encore, la marque excelle. Nespresso compte plus de 800 boutiques à travers le monde, pourtant, où que vous alliez, vous retrouverez les mêmes standards de qualité, le même accueil chaleureux, les mêmes conseils avisés, quelles que soient les boutiques. Alors comment l'entreprise arrive à faire respecter ces standards d'excellence auprès de milliers de collaborateurs répartis aux 4 coins du monde, sachant en plus qu'ils ont chacun des cultures différentes. Nespresso réussit cette prouesse grâce à 2 choses. Premièrement, ils utilisent ce qu'on appelle des SOP. Les SOP sont des procédures opérationnelles standards qui expliquent comment faire quelque chose étape par étape. Dans les boutiques Nespresso, ces SOP détaillent comment accueillir le client quand il rentre dans la boutique, qu'est-ce qui doit être dit, quelles questions poser, quelles capsules peuvent être proposées à la dégustation, etc. Et chaque boutique utilise les mêmes SOP
partout dans le monde, ce qui permet de standardiser le service client. Et deuxièmement, l'entreprise utilise un système de gestion des connaissances internes ultra efficace. C'est un espace commun entre tous les employés, un peu comme une source de vérité commune, qui lui permet de diffuser plus rapidement les bonnes pratiques, faciliter la collaboration entre les départements, stimuler l'innovation grâce au partage d'idées entre collaborateurs et surtout conserver le savoir de façon à ce que lorsqu'un collaborateur quitte l'entreprise, son expertise ne disparaît pas avec lui parce qu'elle reste documentée. Ce type de système est un game changer pour n'importe quel chef d'entreprise parce qu'elle réduit la friction, les pertes de temps et garantit le respect des standards de l'entreprise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on aide nos clients à mettre en place des SOP qu'on combine avec leur propre système de gestion de connaissances. On les aide à centraliser toutes leurs procédures, leurs tâches, leurs projets et leurs notes de réunion à un seul et même endroit. Et résultat, les collaborateurs deviennent plus autonomes, plus efficaces et ils sont moins dépendants du dirigeant. Donc si vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez mettre en place ce système, réservez votre appel d'audit dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. On vous expliquera comment mettre en place ce système dans votre entreprise. On verra les problématiques que vous rencontrez actuellement en matière de structure et d'organisation. Maintenant, ça explique toujours pas comment Nespresso a réussi à rendre son café aussi addictif. Pour rappel, sur 100 nouveaux clients convertis, la marque arrive à en fidéliser 85, ce qui est du jamais vu dans l'industrie du café. Alors quel est leur secret ? En fait, Nespresso a choisi l'un des business models les plus efficients qui existent, le modèle rasoir et lame. On l'appelle comme ça parce qu'il a été inventé par Gillette au début des années 1900. À l'époque, Gillette avait eu l'idée de vendre le rasoir à un prix ridiculement bas dans le but d'appâter des clients, puis de faire une marge confortable sur les lames que vous étiez un petit peu obligé de racheter régulièrement. Et Nespresso a appliqué cette même stratégie dans l'industrie du café. Ils vendent leur machine à café à un prix relativement bas pour séduire de nouveaux clients, ce qui les oblige un petit peu ensuite à acheter des capsules compatibles avec leur machine. Et à ce moment-là, vous êtes officiellement entré dans la famille et comme pour la mafia, il est difficile d'en sortir. Alors certes aujourd'hui, si vous vous baladez en rayon, vous pouvez voir que des marques comme Carte Noire, Lavazza ou encore Starbucks proposent leurs propres capsules compatibles avec les machines Nespresso, mais pendant près de 20 ans, c'était impossible parce que Nespresso avait déposé un brevet sur ces capsules, ce qui leur donnait l'exclusivité totale sur leur production et leur vente. Ce qui veut dire que la marque avait un monopole complet sur les consommables. Donc si vous aviez une machine Nespresso, vous aviez qu'un seul choix, et bien c'était d'acheter leurs capsules. Même si la concurrence est aujourd'hui présente, une grande partie des clients restent fidèles parce que leurs machines, leurs goûts, leurs habitudes sont alignés avec l'écosystème Nespresso. Et surtout parce que la marque continue d'innover, d'améliorer la qualité et de proposer des éditions limitées. Et c'est là toute la puissance de ce modèle. Un produit d'appel irrésistible, un achat initial qui engage le client, et derrière, une boucle d'achat récurrent qui génère des revenus massifs. C'est grâce à ce système vieux de plus de 100 ans que Nespresso arrive à atteindre un taux de fidélisation exceptionnel de 85%. Et voilà comment Nespresso a réussi à transformer un simple café en rituel quotidien, en symbole de statut social et en machine à cash ultra efficace. Mais l'histoire s'arrête pas là parce que pendant que ses concurrents tentent de survivre à la crise, Nespresso est déjà en train de préparer la suite. La marque investit massivement dans l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience client, optimiser la logistique, prédire les goûts et peut-être même créer des capsules sur mesure. Le futur du café pourrait bien passer par l'IA et si ça vous intrigue, eh bien dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous souhaiteriez que je crée une vidéo où je vous montre comment Nespresso utilise l'IA pour prendre une longueur d'avance? Peut-être est-ce que vous préférez que je décortique une autre marque qui a réussi à construire un empire autour d'un produit banal? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'History.